Vous n'allez pas le croire, ou peut-être que si. Des scientifiques ont découvert, au fond de l'océan bordant Madagascar, des trésors volés estimés à 138 millions de dollars. La belle affaire, soyons francs. Apprendre l'existence de trésors que vous ne pourrez jamais posséder procure peu de satisfaction. Pourtant, l'histoire entourant cette découverte se déploie telle l'intrigue d'un film d'action. Voici donc le récit complet. Voyons cela. Comptez avec moi. 400 pierres précieuses, parmi lesquelles 110 diamants et 250 émeraudes, des lingots d'or et d'argent, des soieries somptueuses, des pièces de monnaie, des reliques et bien d'autres objets de valeur. Même de nos jours, cela semble considérable, mais au XVIIIe siècle, c'était un véritable pactole. Environ 138 millions de dollars selon les critères actuels. Au début de l'année 1721, les marins chargèrent l'ensemble sur un bateau trésor portugais, la Nossa Senhora do Cabo. Un nom aux 12 accents de fado se traduisant par la Vierge du Cap, le vice-roi et l'archevêque de Goa montèrent également à bord. Le navire prit ensuite la mer de Goa vers Lisbonne, revêtant une importance tant économique que diplomatique. Vous pressentez probablement qu'un malheur guettait le navire, et vous avez bien raison. Peut-être devriez-vous jouer au loto. Lors du trajet, le navire dut affronter une violente tempête. Les vagues le secouaient et l'inondaient, tandis que le vent agitait le mât. Pour maximiser leurs chances de survie, l'équipage dut alléger le poids du navire et commença donc à jeter sa cargaison à la mer. Parmi celles-ci se trouvaient leurs boulets de canon, essentiels pour se protéger en cas d'attaque ennemie. L'équipage ne semblait pas mesurer la gravité de son erreur, mais à cet instant, sa priorité était de rester en vie. La terre apparut bientôt. C'était l'île de la Réunion. Le navire y patienta jusqu'à la fin de la tempête, prêt à repartir, lorsque surgit alors un problème encore plus grave. Le 8 avril, la Vierge du Cap croisa la route de pirates. Certes, un navire portant une cargaison si précieuse aurait dû disposer de moyens de protection conséquents, mais la tempête avait contraint les marins à jeter presque tout par-dessus bord. Les chances de s'en sortir vivants étaient minces car les pirates qu'ils affrontaient figuraient parmi les plus redoutables de l'histoire. Et savez-vous pourquoi ? Parce que leur chef n'était autre qu'Olivier Levasseur, dit la Buse. Il convient à présent de faire une petite parenthèse, car on ne saurait le présenter en quelques mots. La Buse comptait parmi les pirates les plus mystérieux et terrifiants de l'histoire, pire encore que le terrible pirate Roberts. Les chercheurs tentent encore de percer le mystère qu'il a laissé derrière lui, mais nous y reviendrons. Que pensez-vous de l'histoire type d'un pirate ? Il naissait, pour beaucoup, dans des quartiers misérables et grandissait dans la pauvreté et la violence. Habitués à imposer leur volonté par l'intimidation, ils en venaient naturellement à s'emparer des navires sur toutes les mers du globe. Olivier Levasseur dérogeait à cette règle. Selon certaines sources, il naquit dans le nord de la France en 1695, au sein d'une riche famille bourgeoise. Il disposait de tout ce dont ses contemporains pouvaient rêver, des parents aisés, un foyer confortable, une nourriture variée et une solide éducation. Ses ambitions le portaient vers l'architecture, la prêtrise ou une carrière navale. Il opta finalement pour une voie proche de cette dernière. De 1701 à 1714, l'Europe fut plongée dans un vaste conflit, chaque puissance tentant de faire main basse sur l'Empire espagnol. Durant cette période troublée, le roi de France, Louis XIV, remit à Levasseur une lettre de marque. Dès lors, le futur pirate devint un corsaire officiel au service de la couronne française. En termes simples, un corsaire est également un pirate, mais œuvrant pour le compte d'un pays. Il pouvait donc attaquer les navires marchands ennemis et devait partager son butin avec le trésor royal. C'est ainsi que Levasseur devint un pirate tout à fait légitime. La couronne lui fournit un navire robuste ainsi que les fonds nécessaires pour agir efficacement. La légende raconte qu'au service de la France, il fut blessé à l'œil et commença à porter un bandeau, donnant naissance à la fameuse image du pirate au cache-œil noir. Mais cette histoire pourrait relever du mythe. Levasseur apprit à dépouiller les navires avec une remarquable efficacité, et sa ténacité ainsi que son adresse lui permirent d'amasser d'importants trésors. Un jour cependant, refusant de partager le butin avec son pays, il décida d'abandonner le statut de corsaire pour devenir pirate indépendant. Il rêvait en outre de vastes traversées et d'aventures, souhaitant attaquer non seulement dans les eaux européennes, mais jusque dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Sa carrière de pirate dura environ 15 à 17 ans. Selon les récits, il rejoignit d'abord l'équipage de l'anglais Benjamin Hornigold, puis collabora avec Samuel Bellamy, l'un des pirates les plus riches de l'époque. Il opéra même aux côtés du fameux Edward Teach, que vous connaissez sûrement sous le nom de Barbe Noire.
Après avoir côtoyé de tels forbans, Olivier Levasseur devint lui-même célèbre pour la précision de ses attaques, sa maîtrise des affaires maritimes et son attachement au code des pirates. Un code, disons plutôt une série de principes, il veillait à maintenir l'ordre, la discipline et la conduite de son équipage. Grâce à cette maîtrise, il put accomplir l'un des vols les plus audacieux de toute l'histoire de la piraterie, l'attaque du navire portugais Nossa Senhora do Cabo. Après s'être emparé du navire, les pirates confisquèrent l'ensemble de ses richesses. Le vice-roi de Goa ainsi que l'archevêque furent eux aussi faits prisonniers. Le premier retrouva sa liberté contre une rançon considérable, tandis que le destin de l'archevêque et des autres passagers nous demeure inconnu. Les flibustiers gagnèrent ensuite l'île Sainte-Marie, alias Nosy Boraha, un lieu que les puissances européennes du XVIIIe siècle négligeaient totalement. Dépourvue de toute autorité établie, cette escale servait de refuge privilégié aux équipages qui sillonnaient l'océan Indien. Une multitude de bandes y faisaient halte. Les mouillages, situés à proximité directe des grandes routes maritimes, leur permettèrent de lever l'ancre en un instant pour fondre sur un bâtiment de passage, puis regagner leur abri. Le sort de la Vierge du Cap et de son chargement demeura obscur. Durant plus de 3 siècles, chercheurs et historiens s'efforcèrent de localiser ce trésor insaisissable et ne commencèrent à entrevoir une réponse que très récemment. L'épave fut finalement repérée près de l'île de Nosy Boraha, dans un havre situé à quelques 650 km à l'ouest du lieu où les pirates avaient lancé leur attaque. Grâce à l'usage combiné du sonar et des techniques de télédétection, les spécialistes établirent une cartographie précise des fonds marins et mirent au jour des fragments correspondant à ceux de la Vierge du Cap. De nombreux artefacts furent retrouvés dans les environs. La zone regorgeant d'épaves, il fallut plus de 20 ans pour identifier l'ensemble avec certitude. Les chercheurs purent néanmoins confirmer qu'ils avaient pas bien mis au jour le navire légendaire. Ils mirent au jour plus de 3000 objets et fragments, attestant que l'épave appartenait bien au navire marchand. Porcelaine chinoise, sculptures, céramique, pièces européennes, coquillages venus d'Afrique, épices précieuses, tout cela gît désormais sur le fond marin. Quant aux trésors que les pirates avaient dérobés, nul ne sait ce qu'ils sont devenus. Toutefois, nous conservons, encore aujourd'hui, l'espoir de déterminer l'emplacement de l'une des plus vastes caches de butin jamais évoquées. En 1724, une amnistie fut proclamée pour tous les flibustiers qui écumaient l'océan Indien. Le roi de France leur accordait l'oubli des poursuites à condition qu'ils partagent en leur prise. Levasseur, refusant de céder le butin de la Vierge du Cap, se réfugia dans une cage dissimulée aux Seychelles. Dès lors, une traque opiniâtre s'engagea contre lui. Il parvint pendant plusieurs années à échapper aux autorités françaises, avant d'être finalement capturé à Madagascar. Le 7 juillet 1730, au jour de son exécution, Levasseur arracha un collier qu'il portait et le lança à la foule. Il proclama « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» Le bijou renfermait un chiffre énigmatique qui, selon ses dires, indiquait la voie menant à sa fortune dissimulée. La cargaison de la Vierge du Cap, estimée à 138 millions de dollars, n'était qu'une partie de son immense butin. Mais où repose l'ensemble de ses richesses? Certains tentent encore de déchiffrer le cryptogramme laissé par Levasseur. Beaucoup estiment toutefois que tout ce fameux code relève de la fiction. On n'en trouve les premiers témoignages qu'à partir des années 1930. Peut-être ne s'agit-il que d'une fable. Ou peut-être pas.